Bienvenue sur Doc & Roll. Aujourd'hui, on va parler de compléments alimentaires. Alors c'est un sujet un peu sensible et c'est pour une bonne et une raison simple. Quand on parle du business des compléments alimentaires, on parle quand même d'un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros par an. Rien qu'en France. On n'est pas du tout sur le petit business parallèle de gnôle de tonton Michel. À 8 h, au bas petit gnôle. Donc forcément, il y a pas mal de gens qui ont des intérêts à promouvoir ces compléments, autres que votre santé. Nous, on va s'intéresser à ce que dit la science. C'est parti. Avec Arcovital Pure Énergie, le seul complément alimentaire qui contient 13 vitamines. Redécouvrez votre énergie. Plus de souches microbiotiques micro-encapsulées. Active l'énergie. Une formule unique. Granion 23 vitamines. Facile à prendre. Votre dose quotidienne pour 24 heures à visée oculaire. Oligo-éléments. Pour un double pouvoir. Votre spécialiste français du complément alimentaire naturel. Hate by design. Alors quand on parle de compléments alimentaires, il faut distinguer deux situations. La première situation, c'est la carence. On va prendre des compléments parce qu'on manque de tel ou tel composé, vitamines, fer, zinc, que sais-je, ou pour empêcher un dysfonctionnement du corps qui serait dû au manque du composé en question. La seconde situation, c'est le boost, c'est-à-dire qu'on va vouloir améliorer, favoriser, stimuler une ou plusieurs fonctions physiologiques en apportant en plus un composé présent dans le complément. Donc quand on va parler d'efficacité des compléments, il va falloir savoir avant tout dans quelle situation on se trouve. Je m'explique. Dans le cas d'une carence, est-on bien sûr que la carence existe? Si oui, est-ce que cette carence est bien responsable des symptômes qu'on décrit? Et enfin, est-ce que la supplémentation permettra de résoudre les symptômes de façon causale? Vous comprendrez mieux après pourquoi je dis ça. Si on veut booster une fonction de notre corps, existe-t-il des preuves que la supplémentation du composé permet bien d'augmenter la capacité en question? Existe-t-il des preuves que la carence du composé entraîne l'inverse? Ouais, bien, figurez-vous que c'est pas si clair que ça, et désolé si ça vous déçoit un peu, mais il y a vraiment très peu de preuves scientifiques que tout ceci existe. La définition de la carence, c'est l'absence ou l'insuffisance d'un composé utile et indispensable au fonctionnement de notre corps. Le fer, les vitamines, le magnésium, le sélénium, le zinc et j'en passe. Pour bien comprendre la carence, il faut comprendre comment ça se passe, l'apport, le stockage et l'élimination des produits dont on parle. Puis, il faut se poser plusieurs questions. 1. La carence est-elle synonyme de symptômes ou d'une maladie bien décrite? 2. Le dosage de ce composé est-il possible et est-il fiable? Et 3. La supplémentation est-elle adaptée sur la forme et permet-elle de restaurer les symptômes induits par la carence? Concernant le point 1, alors oui, il y a plein de maladies qui sont expliquées par des carences spécifiques. L'anémie par la carence en fer, le scorbut par la carence en vitamine C, le beriberi par la carence en vitamine B1, etc. Ces maladies, on les connaît bien et depuis longtemps, on a pu désigner un coupable précis, responsable de la somme des symptômes. Mais cela dit, il y a plein de symptômes dans ces carences qui sont extrêmement aspécifiques. La fatigue, par exemple, un symptôme majeur de ces trois maladies. C'est d'ailleurs souvent un symptôme majeur de n'importe quelle carence, mais c'est aussi un symptôme très courant dans plein de situations de pathologie qui ne sont pas expliquées par des carences. Du coup, ça nous interroge sur le diagnostic de certitude de la carence. Et là, on pense assez rapidement au dosage, le point numéro 2. Bah oui, le plus facile quand vous suspectez une carence, c'est d'effectuer un dosage du composé qu'on pense être carencé, et comme ça, on sait directement. Oui, bien, ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est pas toujours aussi facile que ça. Déjà, premièrement, on ne peut pas toujours doser le composé directement. Ça va dépendre de son métabolisme dans notre corps. Par exemple, pour le fer, eh bien on ne dose pas directement le fer, car c'est un très mauvais reflet d'une éventuelle carence. Pourquoi? Eh bien parce que le fer, il n'est pas stocké tel quel dans notre corps. Donc pour apprécier les réserves en fer,
on va plutôt regarder le taux de ferritine et le coefficient de saturation de la transférine. Deuxièmement, pour réaliser un dosage, dans l'immense majorité des cas, on va faire une prise de sang. Et donc on va avoir accès aux éléments qui circulent librement dans le sang. Enfin plus précisément dans le plasma sanguin, c'est-à-dire la partie liquide, là où on a enlevé les cellules qui circulent à l'intérieur. Et c'est pas forcément un bon reflet de l'état des réserves dans l'organisme entier. Par exemple le magnésium, on en parle beaucoup, de la carence en magnésium. En plus ça se dose facilement, le magnésium, mais le problème c'est que le magnésium qu'on dose lors d'un prélèvement sanguin, ce n'est pas un bon reflet des réserves en magnésium de l'organisme. Car le magnésium, il se trouve principalement dans nos cellules et pas dans le plasma sanguin. Mais on en parle juste après du magnésium. Bon, bien évidemment, il y a d'autres composés dont les dosages dans le sang sont effectivement de bons reflets de la quantité dans l'organisme, comme les vitamines B1, B9 ou B12 ou encore la vitamine C. Parce que ces vitamines, elles sont dites hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles aiment bien se balader dans l'eau et donc elles se retrouvent assez facilement dans le plasma sanguin. Enfin, la dernière chose à bien prendre en compte, c'est comment vous allez corriger la carence. En effet, chaque composé, un ion ou vitamine, a ce que l'on appelle son propre métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qu'il va subir dans l'organisme. Et ça commence par la manière dont il est absorbé et assimilé par notre corps. Et tout cela est très complexe. Reprenons rapidement l'exemple du fer. Eh bien le fer, il ne sera pas assimilé de la même façon selon qu'il est d'origine animale ou d'une origine végétale, si vous mangez beaucoup ou peu de fibres, ou alors s'il est associé ou non à de la vitamine C qui l'aidera à être assimilé dans l'intestin, enfin surtout le fer d'origine végétale. Bref, vous le voyez, comme je le disais, c'est très complexe. Et donc juste en manger plus, ce ne sera pas forcément une bonne façon de corriger la carence. Pareil pour la vitamine B12, qui peut dans certains cas être très mal absorbée au niveau digestif, quelle que soit la quantité que vous allez absorber, et qui va nécessiter donc une supplémentation par une autre voie, comme la voie intraveineuse ou la voie intramusculaire. Ou encore la vitamine D, qui va être mieux absorbée avec des corps gras, puisqu'il s'agit d'une vitamine liposoluble. Et pas d'inquiétude, on va juste reparler plus tard de cette vitamine D. La carence en magnésium. Je vous ai dit qu'on allait parler un peu plus du magnésium, parce que c'est probablement un des compléments alimentaires les plus prescrits aujourd'hui. T'es un peu fatigué, allez, une cure de magnésium. Avec Mac de sommeil, vous avez la juste dose de plantes, magnésium, vitamine B6 et mélatonine pour retrouver un bon sommeil. T'as la paupière qui tressaute, tu manques de magnésium. Avec Mac de Exam, vous avez la juste dose de magnésium, vitamine B6 et Bacopa pour maximiser vos chances de réussite. Un peu dépressif ou anxieux? Allez, un petit coup de magnésium. Avec Mac de Safran, vous avez la juste dose de magnésium, vitamine et safran pour vous apporter bien-être et joie de vivre. Bref, on a l'impression que prendre du magnésium, c'est magique et que ça règle tous vos soucis. Bon alors déjà, on va reprendre le même raisonnement qu'expliqué plus haut. 1. Les symptômes de la carence en magnésium sont-ils spécifiques? Bof en fait. Bon, déjà la fatigue. Je n'ai pas besoin de vous faire un long laïus sur le côté très aspécifique de la fatigue. C'est certainement un des symptômes les plus courants, quelle que soit la pathologie. Le fameux tressautement de la paupière, vous savez, quand elle se met à trembler sans raison là. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une myochymie, c'est-à-dire une série de contractions musculaires complètement involontaires. Bon, eh bien, ce symptôme, c'est aussi très aspécifique. D'ailleurs, c'est souvent très bénin. Dans cette publication, les causes souvent retrouvées sont l'excès d'alcool, les situations de stress, la fatigue, la consommation de caféine. Pas du tout de mention de la carence en magnésium d'ailleurs. Et le traitement, déjà pas le magnésium, pas grand chose ne marche en fait et souvent ça disparaît tout seul en quelques jours. Après on a d'autres symptômes plus graves comme les troubles cardiaques ou les crises d'épilepsie, mais là on est face à de la carence en magnésium bien vénère et c'est souvent des contextes qui sont assez particuliers. 2. Maintenant si on pense qu'on a une carence en magnésium, il suffit de doser le magnésium et on verra. Là encore bof, parce qu'en fait le magnésium dans le sang, je vous disais plus haut, c'est un très mauvais marqueur du stock de magnésium dans l'organisme. En fait le magnésium il est surtout à l'intérieur de nos cellules. Et donc quand on le dose dans le sang, on obtient le reflet de seulement 1% du magnésium présent dans notre organisme. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'alternative simple pour bien appréhender la carence en magnésium. Même dans des populations où le magnésium est souvent bas, comme les patients en réanimation, la supplémentation systématique, elle est discutée et elle n'est pas forcément toujours très pertinente. Numéro 3, et si on ne sait pas vraiment si on est carencé, on prend du magnésium quand même. No, God, please, no! À vrai dire, je n'ai pas trouvé une étude vraiment bien foutue qui permet de répondre à cette question. Bref, donner du magnésium comme ça sur des symptômes aussi aspécifiques que la fatigue ou la paupière qui saute, c'est vraiment pas très pertinent. Le magnésium que vous allez prendre, vous allez surtout l'éliminer et donc vous allez le pisser.
Et si vous en prenez vraiment trop, vous allez avoir la diarrhée. Donc pas sûr que ça vous aide à vous sentir mieux du coup, ou à traiter votre dépression. Il existe quand même des carences qu'on comprend mieux et qui sont mieux encadrées. Par exemple, celle en fer et celle en vitamine C. On va commencer par le fer. Bon, le fer, c'est un ion assez important dans l'organisme. Il permet le transport de l'oxygène via l'hémoglobine, le stockage de cet oxygène dans les muscles sous forme de myoglobine. Il joue un rôle clé dans la production d'énergie, dans le fonctionnement du système immunitaire, dans la synthèse de l'ADN et dans plein d'autres réactions enzymatiques de notre organisme. Donc tout naturellement, sa carence, elle va entraîner un certain nombre de problèmes. Elle va avoir un impact direct sur notre quantité de globules rouges et d'hémoglobine, et on aura donc l'installation de ce qu'on appelle une anémie. On aura aussi des symptômes satellites comme l'éternelle fatigue, les fonctions cognitives qui déclinent, la perte des cheveux. Et cette carence, on l'a dit tout à l'heure, elle se diagnostique en regardant le taux de ferritine et le coefficient de saturation de la transférine. Donc c'est plutôt bien codifié. Pour la supplémentation, selon les cas, on aura recours à la voie orale ou la voie intraveineuse. On pourra alors regarder l'évolution des symptômes et des paramètres de stock du fer, simple, basique. Pour la vitamine C, c'est un peu le même topo. Il y a une maladie bien vénère et bien identifiée quand il y a une carence qu'on appelle le scorbut. Alors le scorbut, c'est la maladie pas très cool qui commence avec vos dents qui se déchaussent, vos gencives qui deviennent purulentes, puis on l'apparition d'hémorragie, au final la mort. Ouais, c'est bof, ouais. Le dosage de la vitamine C, il est assez fiable, puisque c'est une vitamine hydrosoluble, on la dose dans le sang, pas de problème par rapport à ça. Et puis, la supplémentation, elle guérit les symptômes. D'ailleurs, le scorbut, il a une place spéciale dans l'histoire de la médecine. Père Castor, raconte-nous une histoire. Au XVIIIe siècle, il y a un médecin britannique du nom de James Lind qui a réalisé ce qui est souvent considéré comme le premier essai clinique. Il a divisé les marins en 3 catégories, ceux qui consommaient des fruits frais, ceux qui consommaient du cidre et ceux qui consommaient d'autres remèdes, genre d'homéopathie de l'époque. Eh bien, les patients du premier groupe s'amélioraient plus vite que ceux du deuxième groupe, bien loin devant ceux du troisième groupe. Ces résultats ont été publiés en 1754 dans son traité du scorbut. Donc même au XVIIIe siècle, c'était possible de faire de la recherche correcte. Bref, passons. Bon, la liste, elle est encore longue concernant les véritables carences bien connues. Faut bien comprendre qu'il est parfois difficile de faire le lien entre des symptômes assez généraux comme la fatigue et une carence en particulier. Et alors vous allez me dire, j'ai déjà pris du magnésium, mais au pire, c'est pas efficace. Ça n'a pas été délétère non plus. Encore une fois, c'est pas si simple. Évidemment, on a beaucoup parlé de carence jusqu'à maintenant, et vous avez compris que c'est parfois un peu compliqué de trancher. Alors pourquoi ne pas donner des compléments au cas où? Eh bien, si la carence n'est parfois pas en cause et difficile à diagnostiquer, il faut se méfier du surdosage de certains compléments. Effectivement, pour la plupart des composés, notre corps va gérer l'élimination du surplus, et il peut parfois soit ne pas avoir de processus pour gérer une surcharge, ou bien voir ses capacités d'élimination complètement dépassées. Et du coup, si vous prenez un composé en grande quantité de façon inutile, car pas de véritable carence, vous vous exposez à un risque de surdosage. Et ça, c'est pas très fun non plus. Par exemple, le fer. Sachez que notre organisme, il gère assez mal l'excès de fer. Il n'y a pas de système à part entière pour l'éliminer correctement. Du coup, l'excès de fer, il va entraîner une maladie que l'on appelle l'hémochromatose. Et cette maladie, elle va toucher le foie, le cœur, le pancréas, les articulations. Et pour info, cette maladie, elle est une des dernières pour laquelle le traitement proposé, c'est des saignées régulières. Bon, de nos jours, ça se fait proprement, on va pas faire ça à l'ancienne. Alors généralement, ça provient d'un problème génétique qui fait qu'on absorbe trop de fer, mais ça arrive aussi à des gens qui prennent du fer en trop grande quantité, sans raison, comme on peut le voir dans cette publication récente. La vitamine C, en dehors d'une carence avérée, c'est pas très utile et c'est facilement éliminé par vos reins. Par contre, le surdosage peut entraîner un certain nombre de problèmes, comme des diarrhées, des calculs rénaux, voire une surcharge en fer, puisque c'est absorbé avec, et une baisse de l'absorption d'autres vitamines comme la B12. Donc il n'y a jamais rien d'anodin en fait quand vous prenez un complément. Et il faut quand même une très grande vigilance aussi avec la vitamine C en intraveineux qui semble avoir un potentiel de toxicité plus important. Concernant le magnésium, pour se surdoser, il faut vraiment y aller. Mais si vous en prenez un peu trop, le premier symptôme sera vraisemblablement la diarrhée. Si vous arrivez au stade de l'excès en magnésium qu'on appelle l'hypermagnésémie, vous allez avoir des symptômes cardiaques et neurologiques qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Bof quoi. C'est à peu près pareil pour tous les composés que vous trouverez dans les compléments alimentaires en fait. La plupart du temps, l'excès il sera géré par vos reins ou votre système digestif, donc au mieux vous allez pisser votre argent. Mais parfois les abus peuvent conduire à des situations graves, voire catastrophiques, donc soyez-en quand même conscients. Alors on a vu ce qui était en termes de traitement des carences par des compléments alimentaires, et maintenant on va s'intéresser à un autre versant, leur utilisation comme des boosters de capacité qui vont vous permettre d'améliorer vos performances cognitives ou sportives ou de renforcer votre système immunitaire. Bon, la réalité, vous attendez peut-être à ça, mais elle est malheureusement un tout petit peu décevante.
décevantes. Si on prend l'exemple du système immunitaire, dans l'absence de carence véritable, aucune supplémentation proposée par les compléments alimentaires n'a montré d'effet probant chez l'homme dans les études bien menées. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien vers cette excellente vidéo de Thibaut Fiolet pour aller un peu plus loin. En gros, elle résume, si vous êtes en bonne santé et sans carence, alors rien ne booste votre système immunitaire. Il en a tout simplement pas besoin. Maintenant, regardons ce qu'on appelle les antioxydants. Alors déjà, il faudrait déjà définir ce que c'est qu'un antioxydant. Les antioxydants, ça fonctionne en neutralisant les radicaux libres, qui sont des molécules qui sont très instables et qui se forment naturellement pendant la respiration cellulaire dans les mitochondries. En quantité trop élevée, ces radicaux libres peuvent endommager la cellule, attaquer le matériel génétique, les protéines. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Mais attention, le stress oxydatif, c'est pas une maladie, c'est juste un déséquilibre entre notre propre production de radicaux libres et les mécanismes de réparation de notre corps. Il peut intervenir dans le vieillissement prématuré des cellules, ainsi que dans le développement de certaines maladies comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Donc notre corps combat les radicaux libres avec ces antioxydants. Bon, eh bien, on pourrait se dire qu'apporter de grandes quantités d'antioxydants, ça va améliorer grandement notre santé et prévenir un tas de maladies. Eh ben non, mais genre pas du tout quoi. Dans cet article de 2015, les auteurs passent en revue les grands essais cliniques ayant évalué la supplémentation en antioxydants sur le risque cardiovasculaire. Bêta-carotène, acides gras polyinsaturés, vitamine E, vitamine A, vitamine D, rien ne permet de prévenir l'apparition des problèmes cardiovasculaires. Hormis les états de carence, supplémenter ne sert à rien. Les études randomisées contrôlées dans de larges populations sont toutes sans appel. Donner des compléments à des gens non carencés ne sert à rien, sinon à enrichir ceux qui les vendent. Alors attention, je vous vois venir dans les commentaires avec vos études en sous-groupe, sur des modèles animaux ou en culture cellulaire. Alors oui, vous allez pouvoir me trouver des articles qui sont en faveur, mais quand on teste ça à une grande échelle comme ça a été fait, eh ben ce n'est pas probant. Pareil, vos expériences personnelles, désolé, mais ça compte pas vraiment pour la science tout ça. Et le cancer alors ? Et bien sûr, on regarde les plus grands essais cliniques sur le sujet, on est aussi parfaitement déçus. Aucun effet de la supplémentation en antioxydants sur la prévention du cancer, voire pire, certaines études montrent un risque plus élevé de développer un cancer si on prend des bêta-carotènes par exemple. Et c'est pas tout, prendre des antioxydants quand on a été diagnostiqué avec un cancer semblerait même pouvoir augmenter sa gravité en améliorant la croissance tumorale. Du coup, encore une fois, sans carence, aucun intérêt de supplémenter, voire c'est même dangereux. On dit souvent on va se booster un coup avec la vitamine C. Bon, bien vous l'avez sûrement compris, ça n'a aucun intérêt. Sans carence, la vitamine C, elle servira à rien. Et votre argent va être transformé en urine riche en vitamine C. Et c'est pas tout, il y a une étude récente qui a évalué la supplémentation en vitamine C en réanimation chez les patients qui avaient une infection grave. Eh bien accrochez-vous, ceux qui prenaient de la vitamine C mouraient plus vite que ceux qui recevaient le placebo. À la boulette. Je pourrais donc vous énumérer l'interminable liste des preuves scientifiques négatives quand il s'agit de compléments alimentaires, mais vraiment les preuves s'accumulent de plus en plus en défaveur de ce type de prise en charge. Alors si on cherche bien, il y a quand même quelques compléments qui ont un bénéfice. Par exemple la créatine pour la masse musculaire. Dans ce travail, les chercheurs ont effectué une revue complète des études publiées entre 2012 et 2021. Ils ont constaté que la supplémentation en créatine était généralement efficace pour la croissance musculaire, et en particulier chez les jeunes individus en bonne santé qui sont correctement entraînés. Les biceps, les bibis, c'est parti. Cependant, l'efficacité, elle peut varier dans différentes populations et l'effet semble quand même moins franc sur les populations les plus âgés et les gens qui ont une maladie musculaire. Dans l'intoxication au paracétamol, on a fait une vidéo sur le sujet, apporter de grandes quantités de N-acétylcystéine ou NAC va permettre de régénérer les stocks de glutathion. En dehors de cette indication, elle est testée dans plein d'autres pathologies, dont des pathologies psychiatriques, et pour l'instant, on n'a pas le résultat d'études randomisées, mais c'est à suivre. Et non, mon bon Jean-Michel, ça ne marche pas non plus pour éliminer les protéines spike de ton corps, désolé. Alors, il y a un autre complément qu'on teste, c'est la nicotinamide ou la vitamine B3, qui est actuellement évaluée dans la récupération des épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Mais là, pareil, les études sont en cours, donc on verra bien, quoi. Bon, bien entendu, je ne parlerai pas des médicaments qu'on utilise comme dopants, puisque là, on sort du simple cadre du complément alimentaire. On pourra en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors maintenant, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les compléments alimentaires sans vous parler de la star de tous, la vitamine D. Bon, spoiler alerte, la vitamine D, elle n'échappe pas au même constat que les autres compléments. Comme le reste des compléments alimentaires, la supplémentation en vitamine D n'a pas beaucoup d'intérêt en dehors des situations de vraie carence.
Et c'est vraiment pas faute d'avoir exploré toutes les situations. Alors oui, il existe plein d'études sur des petits effectifs un peu mal foutus qui montrent que la vitamine D, ça marche par-ci, par-là. Mais sur ce sujet, on a de la chance, hein, on a des énormes études randomisées qui se sont penchées sur le problème. Alors avant de jeter un petit coup d'œil à ces études, on va essayer de comprendre pourquoi tout le monde s'excite avec la vitamine D. Alors pour commencer, c'est quoi et à quoi ça sert la vitamine D? La vitamine D, c'est une vitamine pas tout à fait comme les autres, hein, car une fois qu'elle est activée, elle agit plutôt comme une hormone. Il existe deux façons d'obtenir cette vitamine, soit par l'exposition au soleil, soit par l'alimentation. La forme de vitamine D synthétisée dans la peau par l'exposition aux UV de type B, c'est la vitamine D3 ou le cholécalciférol. Tandis que celle qu'on trouve dans certains aliments comme les poissons gras, c'est plutôt de la vitamine D2, l'ergocalciférol, mais on retrouve aussi de la D3. Une fois que la D3 est produite dans la peau ou ingérée dans l'alimentation, elle est transportée vers le foie par la circulation sanguine. À ce moment-là, se déroule toute une série de transformations chimiques, hein. Bon, c'est un peu chiant, je vous passe les détails, hein, pour arriver à la forme active de la vitamine D qui peut maintenant exercer ses effets sur le corps, notamment une aide à la régulation du calcium et du phosphore. La vitamine D active, elle est également impliquée dans la régulation de l'activité cellulaire et du fonctionnement immunitaire. En gros, la vitamine D, elle a un rôle central dans notre organisme et c'est donc tout naturellement que l'on a étudié dans le cadre de plein de pathologies, hein, cancer, maladies cardiovasculaires, fractures. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on a détecté un lien fort entre les niveaux de vitamine D et l'apparition d'infections sévères, la gravité du Covid-19, l'augmentation du risque de maladies auto-immunes, l'augmentation de la mortalité en réanimation, l'augmentation du risque de chute et même l'augmentation de la mortalité, toutes causes confondues. Mais où va donc s'arrêter cette vitamine D là? Stop! Alors bon, vous imaginez bien qu'avec des résultats comme ceux-là, tout le monde était ultra hypé pour distribuer de la vitamine D à tout le monde. Bon alors on va se poser quand même 2 minutes sur ces études et je vais vous parler un petit peu de génétique mendélienne. Alors déjà, le fait qu'un paramètre soit associé à un autre dans une étude, c'est fréquent, hein. C'est même très fréquent, hein. C'est une propriété statistique que l'on appelle une corrélation. Son degré d'importance peut être plus ou moins fort, mais en rien il ne va présager d'un lien causal entre les deux facteurs. Corrélation n'est pas causalité, on ne le répétera jamais assez, hein. J'ai déjà parlé des dizaines de fois en vidéo, mais savez-vous que le taux de divorce dans le Maine est corrélé à la consommation de margarine par personne aux États-Unis? Bon là, forcément, vous trouvez ça débile, hein. On se doute bien que c'est qu'une corrélation sans causalité, simplement due au hasard. Et pensez-y à chaque fois que vous croisez une corrélation, car en fait, chacune d'elles, même séduisante, elle peut être du même niveau, c'est-à-dire une association complètement hasardeuse, sans aucun lien causal. Alors parfois, c'est un peu plus perfide, hein, comme association, hein. Il y a un ou plusieurs facteurs tiers qui vont, eux, relier les deux éléments corrélés et expliquer cette corrélation. On appelle ça des facteurs confondants. C'est le classique, hein, les ventes de glace sont corrélées au nombre de crimes par arme à feu. En fait, manger des glaces ne donne pas envie de tuer tout le monde, hein, mais la saison estivale est associée à une hausse de la criminalité et à une hausse de l'envie de manger des glaces. Bon là, vous vous dites, t'es gentil avec tes exemples à la con, mais quel rapport avec la vitamine D? Eh bien, on a une belle corrélation, mais on oublie le troisième facteur qui peut influencer les deux autres. Un taux trop bas de vitamine D peut être le reflet d'un mauvais état de santé plus global, influencé par d'autres facteurs génétiques, environnementaux, des habitudes de vie, l'âge. Et du coup, ces grandes études observationnelles, elles sont difficiles à interpréter en fait, hein. Il y a plein de facteurs confondants qui peuvent intervenir et qui pourraient influencer le risque de cancer, l'apparition de maladies cardiovasculaires, la gravité du Covid, etc. Et donc pour essayer de mieux répartir les patients et de s'affranchir d'un certain nombre de ces facteurs confondants, on va pouvoir faire appel à des études dites de randomisation mendélienne. Ça vient de Grégoire Mendel, un des grands chercheurs sur la génétique. C'est un outil incroyable, assez puissant, qu'on utilise pour comprendre comment nos gènes peuvent influencer sur notre santé. On sait que les fumeurs ont une tendance à mourir plus jeunes que les non-fumeurs. Cependant, c'est difficile de déterminer la cause et l'effet, car les fumeurs, ils diffèrent aussi en moyenne des non-fumeurs en termes d'habitudes alimentaires, de consommation d'alcool et compagnie. Et même si ces facteurs confondants-là sont mesurés, il peut y en avoir d'autres, hein, qui n'ont pas été mesurés, ou qu'on a choisi discrètement de mettre sous le tapis, hein, ça on n'en parlera pas, parce que ça nous arrangeait pas trop, quoi. Bon, une bonne solution pour avoir une réponse définitive, c'est de prendre 100 000 personnes et de les répartir aléatoirement. On oblige la moitié à fumer et l'autre moitié, on lui interdit. On fait ça pendant 40 ans
et on surveille leur santé au fil du temps. Bon, vous avez bien compris que c'est pas très éthique, ni même très pratique. Heureusement, on a tous été recrutés dans une expérience géante sans s'en rendre compte, car nos gènes, qui se transmettent aléatoirement de génération en génération, ils influencent notre alimentation, notre consommation d'alcool, notre tabagisme, etc. Et ces influences génétiques, elles sont pas affectées par tout ce que nous pouvons choisir de faire dans notre vie. Elles sont donc pas liées à ces fameux facteurs confondants. On peut donc utiliser cette connaissance pour en apprendre davantage sur la causalité et les faits en regroupant les personnes en fonction de leur code génétique, puisque en fait c'est réparti aléatoirement. Et c'est ça qu'on appelle la randomisation mendélienne. Quand on applique ça à la vitamine D, on s'affranchit d'un certain nombre de facteurs confondants. Et quand on fait ça, quasiment tous les résultats si prometteurs deviennent tous non significatifs. La conclusion, c'est qu'il existe bel et bien un lien entre le taux de vitamine D et le risque d'apparition de ces maladies. Mais il est certainement influencé par des facteurs extérieurs qui affectent le taux de vitamine D plutôt que par le niveau de vitamine D lui-même. Cela dit, ça répond pas à la question de la supplémentation pour prévenir ces maladies. En effet, peut-être que supplémenter les carences ou même augmenter le niveau de vitamine D de tout le monde pourrait permettre de prévenir un certain nombre de ces problèmes. Et là, c'est encore la douche froide. Dans le risque cardiovasculaire, il y a des très gros essais randomisés contrôlés qui ne retrouvent pas d'association positive entre la supplémentation en vitamine D et la réduction du risque. Pareil dans le cancer, pareil dans la mortalité toute cause. Il y a une méta-analyse récente qui a été publiée dans le BMJ qui compile tous ces résultats et les conclusions sont sans appel. Supplémenter en vitamine D, ça sert pas à grand chose, hormis sur le système squelettique en cas de carence avérée. Et chez des patients carencés en vitamine D, on ne retrouve pas beaucoup d'effets hors système squelettique à la correction du taux de vitamine D. Alors tout n'est pas négatif avec la vitamine D, puisque comme on vient de le dire, on retrouve un effet positif sur la réduction du risque de fracture. Et il persiste une association troublante mais intéressante entre certains gènes, le taux de vitamine D, et le risque de développer des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Du coup, il reste encore quelques indications où la supplémentation, elle pourrait être intéressante, mais elles sont assez limitées et franchement à la marge. En tout cas, bien loin de tout ce qu'on entend sur le sujet. Attention, on parle bien de la supplémentation chez l'adulte, car l'enfant, la supplémentation en vitamine D, c'est indispensable. Maintenant, on va finir en beauté par deux sujets un peu touchy, mais bon. Que voulez-vous, on donne juste les infos validées scientifiquement, il n'y a pas de jugement ici. Alors parlons un peu de pro et de prébiotiques dans notre alimentation. Alors déjà, c'est quoi un pro ou un prébiotique? Un probiotique, c'est une bactérie ou une levure qu'on va considérer comme bénéfique pour notre corps. Partie intégrante de notre microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes présents dans notre corps. Ces probiotiques vont participer à des phénomènes de métabolisation de vitamines, ou d'aide à la digestion d'un certain nombre de composés et aussi participer à la protection immunitaire. Un prébiotique, c'est un aliment que les probiotiques mangent. Souvent, c'est des sucres complexes, des acides gras à courte chaîne ou ce qu'on appelle des polyphénols. Voilà, est-ce que c'est bien de manger des probiotiques? Alors rappelez-vous, pour les plus anciens, de la pub pour Actimel qui nous disait de boire ces produits laitiers pleins de probiotiques qui allaient aider à renforcer nos défenses immunitaires et naturelles. Et oui, Actimel de Danone, avec ses 10 milliards de super ferments L-Casé Immunitas, vous aide à renforcer vos défenses naturelles. Actimel de Danone, aidons nos défenses naturelles. Les effets d'Actimel sont testés scientifiquement. Danone a été condamné pour publicité mensongère en 2010, car il s'agissait d'une véritable fake news. C'est juste du marketing qui ne reposait sur aucune preuve scientifique. Les effets d'Actimel sont testés scientifiquement. Non. L'initiative Cochrane a proposé une vingtaine de méta-analyses sur l'utilisation des probiotiques dans pas mal d'indications médicales. Diarrhée, eczéma, grossesse, maladie de Crohn. Devinez quoi? C'est encore très décevant. Déjà, premièrement, parce que la qualité de ces études, elle est souvent très mauvaise et que c'est donc difficile de conclure à un effet quand il existe, quand le design est un peu foireux. Deux, il n'y a pas tant d'effets que ça, vous l'imaginez bien, malgré une forte pression des industriels du secteur. Et bien entendu, aucune étude solide sur cette histoire de renforcer ses défenses immunitaires. Alors bien sûr, comme d'habitude, il existe des résultats positifs dans des pathologies bien particulières, même si, comme je vous le disais juste avant, le niveau de preuve est un peu faible. Et si vous cherchez un lien entre probiotiques et améliorer le système immunitaire en population générale, il n'y a rien. Juste rien. Pourquoi? Améliorer ses défenses immunitaires, ça veut rien dire. En fait, c'est juste tout bonnement infaisable. Et les probiotiques, du coup? C'est pareil. Beaucoup d'encre pour pas beaucoup de preuves. On a même une mise au point de l'EFSA, l'Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments, qui nous dit qu'hormis potentiellement une amélioration du transit, il n'y a pas de preuves scientifiques solides sur l'intérêt de la prise de prébiotiques pour l'amélioration de la santé. Alors attention, il y a vraisemblablement un lien fort entre notre microbiote
et un certain nombre de problèmes de santé. Et c'est pas du tout une piste qui est foireuse que de parler de pro ou de prébiotiques. Le problème, il est toujours le même. À qui on les donne et pourquoi on les donne. Les interactions entre les bactéries de notre intestin et notre corps, elles sont assez mal comprises encore. Et le champ d'étude, il est encore immense. On parle d'une quantité de bactéries qui est équivalente à la quantité de cellules de notre corps. Et parmi ces bactéries, plus de 1000 espèces différentes. Alors forcément, résumer ça de façon simpliste par il suffit de manger une ou quelques souches de bactéries et des fibres et votre santé ira beaucoup mieux, logiquement ça ne peut pas marcher. Donc prenez des pré-probiotiques si vous le souhaitez, mais ça améliorera tout au plus la digestion de votre argent par les gens qui vous les vendent. Pour finir, j'aimerais vous parler d'une pratique qu'on voit fleurir depuis quelques années sur les réseaux sociaux, mais aussi chez certains professionnels de santé. La micronutrition. C'est finalement un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, mais c'est synthétisé dans une pseudoscience à 70 € de l'heure. Alors le principe de cette approche est le suivant. Si on en croit les gens qui la pratiquent, la micronutrition vise à optimiser l'état de santé du patient en l'aidant à mieux choisir le contenu de son assiette et en lui proposant une complémentation si nécessaire. C'est un peu le boss final du complément alimentaire. En gros, les praticiens qui mettent en avant cette pratique partent du principe que l'apport en micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras essentiels, les polyphénols, les acides aminés essentiels, etc. Bref, tous ces termes qu'on entend dans les pubs, eh bien cet apport en micronutriments donc aurait un rôle fondamental pour le fonctionnement de l'ensemble du métabolisme de notre corps, que donc on va pouvoir améliorer notre santé en l'adaptant précisément. Alors concernant les acides aminés par exemple, les micronutritionnistes nous disent que manger plus de tyrosine, qui est un acide aminé très répandu dans la nature, va améliorer notre taux de dopamine, qui est un neurotransmetteur souvent associé au plaisir, au désir. Eh bien, c'est pas tout à fait faux, mais c'est loin d'être aussi simple. Dans cette revue sur le sujet, les auteurs expliquent bien qu'il y a effectivement un effet de la tyrosine sur les niveaux de dopamine, mais que ces effets sont surtout intéressants, 1, dans des tâches cognitives brèves et très précises, 2, si le circuit de la neurotransmission de la dopamine est intact, et 3, si le neurotransmetteur est transitoirement épuisé. Il faut donc supplémenter au moment des tâches cognitives complexes ou au moment du stress, et il faut qu'au préalable, notre système de neurotransmission soit intact. Vous voyez, c'est pas aussi simple. Alors, il y a un autre dada des micronutritionnistes avec les acides aminés essentiels, c'est le tryptophane, un autre acide aminé qui est précurseur de la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur. Bon, eh bien, cette revue récente nous indique que la supplémentation en tryptophane fabrique bien de la sérotonine, mais elle est pour plus de 95% utilisée et dégradée hors du système nerveux central. Et en plus, le tryptophane, il va surtout être utilisé dans d'autres voies métaboliques qui n'ont rien à voir avec la production de sérotonine. Et pour finir, la réponse au tryptophane, elle semble très variable selon les individus. Il existe des prédispositions génétiques qui vont influencer cette réponse. Du coup, c'est très compliqué de savoir si cette supplémentation, elle aura de l'effet escompté. Le principe même de cette micronutrition, c'est presque une forme de pensée magique en fait. On associe des symptômes à une carence, pas toujours prouvée, puis on vend des compléments, des analyses, des suivis. Et quand on regarde bien, quand on fait de véritables bonnes études solides, les résultats, ils ne sont pas là. La supplémentation en sélénium, par exemple, ça ne marche pas en réanimation, et c'est même pire que ça. Dans cette étude randomisée sur près de 500 patients âgés danois, la prise de 300 microgrammes jour de sélénium augmente la mortalité. Dans cette méta-analyse de la Cochrane, près de 18 000 malades, aucun intérêt de la supplémentation en sélénium pour prévenir le risque cardiovasculaire. Bon, je vous passe le topo sur la vitamine D et tout le reste, puisqu'on a déjà parlé assez longuement et c'est toujours un petit peu le même genre de résultat. En France, en 2003, l'AFSA, qui est l'ancien nom de l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, dans un communiqué a estimé que la micronutrition n'était pas actuellement un concept défini au plan de la science et ne bénéficiait pas d'une reconnaissance officielle des institutions compétentes, tout en rappelant que le concept de micronutrition n'était pas une pratique recommandée et ne reposait sur aucune preuve scientifique. 20 ans plus tard, force est de constater qu'aucune preuve solide ne vient justifier cette pratique. Et pourtant, on va retrouver des formations portées par des universités, comme ici, à Strasbourg, à Paris, à Dijon. Ces formations, elles sont facturées plus de 2000 €. Sur le site de l'Institut européen de diététique et de micronutrition, on retrouve des formations à plusieurs centaines d'euros et marketées par des ambassadeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi, malheureusement, dans les universités et à la télévision. Ces formations continues étant, selon les académies nationales de médecine et de pharmacie, trop dépendantes des sociétés commerciales, donc forcément biaisées.
Du coup, les micronutritionnistes fleurissent. Rien qu'ici, chez moi, dans le Bas-Rhin, il y en a 34 qui sont référencés en micronutrition sur la plateforme Doctolib. Il y a des pharmaciens, des kinés, des diététiciens, et ils facturent en moyenne entre 70 et 100 € pour la première consultation, puis 60 € pour la suite, sans compter les compléments qui vont avec. La micronutrition, c'est un petit peu comme la naturopathie. Il n'y a pas de preuve que ça marche, pas d'agrément officiel, un marketing bien ficelé, des solutions clés en main toutes faites. Le plus triste, c'est surtout que pour la micronutrition, on a toutes les preuves que ce type d'approche est complètement foireux et en grande partie inutile. Mais un bel emballage, mêlant science mal interprétée et une bonne dose d'arguments d'autorité en font une pratique de plus en plus répandue et acceptée. Enfin, j'espère vous avoir montré tout au long de cette vidéo que l'approche des compléments alimentaires pour améliorer votre santé est loin d'être un concept robuste, voire dans certains cas, il est même délétère. N'oubliez pas qu'au final, une alimentation équilibrée couvre très largement vos besoins et qu'en l'absence de situations pathologiques très spécifiques, vous n'avez tout simplement pas besoin de compléments. La fatigue, le stress, ce sont des petits maux du quotidien dont l'amélioration, elle va surtout passer par un changement de vos habitudes de vie. Rythme, composition de vos repas, sommeil, travail, sport, et certainement pas grâce au magnésium ou à la vitamine D. Alors finalement, ce besoin de symptomatiser systématiquement notre vie, de réduire notre existence à des explications simples, voire simplistes, c'est tout ce que notre cerveau recherche en permanence. Mais force est de constater que la complexité du monde se complémente assez mal dans nos esprits avides de solutions toutes faites et de traitements miraculeux. En fin de compte, si vous cherchez un complément qui est à la fois sûr et extrêmement bénéfique, je vous recommande d'essayer l'Esprit Critique. C'est le seul qui ne vous coûtera rien, qui n'a aucun effet secondaire et qui, je vous le garantis, vous aidera à digérer toutes les informations que vous consommez chaque jour. Et le meilleur dans tout ça, contrairement à ces pilules et autres poudres là, l'Esprit Critique ne se trouve pas en magasin, alors n'hésitez pas à en prendre une bonne dose chaque jour. À très bientôt, keep on healing, keep on rocking.